Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Boum, pour une nouvelle émission cinéma. Vous savez que je suis avant tout un peu connu pour parler du noble art, mais je ne m'interdis jamais des écarts qui me font tellement plaisir pour parler du cinéma notamment, ou de la musique que j'aime. Voilà. Et pour cette nouvelle vidéo ciné, j'ai voulu vous faire le portrait, non pas d'une découverte, mais d'une recherche que j'ai enfin faite à fond sur deux personnages qui finalement symbolisent le cinéma que j'aime. Le cinéma que j'aime, c'est lequel? Vous savez très bien que c'est le cinéma des années 80-90, fortement les années 80, voilà, avec des choses comme ça, et puis avec toutes les émissions que je vous ai faites avec les copains, comme celle-là, comme celle-là, comme celle-là, celle-là, entre autres, allez les voir, évidemment. Et je me devais, en étant un fou furieux acharné de ce cinéma des 80s US, eh ben, de m'attarder plus amplement sur deux figures centrales sur l'amour du cinéma et comment les discours cinéma qui arrivent à cette période 80-90, même s'ils commencent plutôt dans les années 70, c'est Gene Siskel. I became so depressed I actually thought about quitting my job as a film critic. Et Robert Ebert. Life is precious, life is short, and the idiots who made this film are taking 2 hours of my life and robbing it from me in order to give me less than nothing. Ces deux critiques qui vont devenir plus que des simples critiques de cinéma, qui vont devenir des figures des médias. C'est les premiers, je pense, les premiers talks qui ont tellement de succès maintenant, qui ne dit pas son nom encore, entre deux passionnés, deux énormes passionnés de cinéma, deux intellectuels, deux écrivains qui ont un bagage plus que respectable, voire impressionnant. Et Gene Siskel et Ebert vont faire cette émission At the Movies, qui va devenir une référence absolue en tant que quel est le discours quels sont les bons discours qu'il y a en ce moment sur le cinéma aux États-Unis, évidemment, puisqu'ils vont créer un format qui à la fois est punchy. This movie is not funny. It's way too long. Vous savez que ça me plaît. Et qui n'abandonne pas une certaine qualité de démonstration, d'argumentation, de débat, et même d'émotion et même d'énergie parfois forte, puisque ces deux hommes nous ont proposé un duel. Un duel, c'est l'un des plus longs duels, en tout cas de l'histoire médiatique. C'est véritablement Ali et Frazier qui parlent ciné et qui débattent la plupart du temps. C'est une histoire absolument incroyable et qui m'a passionné, en tout cas qui m'a passionné et qui a fait, par exemple, là il fait très chaud encore, il fait chaud, qui a fait mon été, et j'avais envie de vous en parler. Alors Siskel et Ebert, et c'est évidemment mon angle pour cette vidéo, sont finalement des rivaux. Il y a une rivalité l'un pour l'autre qui commence dès le départ. Dans leur ville de Chicago, leur ville aimée de Chicago, ville adorée aussi. Ouf, j'ai enlevé ça parce que fait chaud. Allez donc, par les ciné, là, à plus de 30 degrés, en septembre, c'est du sport. Hein, vous êtes sur du YouTube sportif, là. Et à Chicago, comme je vous le disais, l'un va écrire pour le Sun-Times et l'autre va écrire pour le Tribune, si je crois bien, donc les journaux rivaux. Des journaux qui se tirent la bourre, comme on le sait, et finalement, ils deviennent des personnages déjà dans leur rédaction, et je crois que c'est une productrice qui a l'idée de peut-être les faire intervenir tous les deux pour faire une émission de critique cinéma, pour faire les sorties de la semaine. Voilà, ça va être d'abord local. Ils vont devoir s'habituer, je pense qu'il y a, franchement, quand tu regardes les images, ils ont à peu près 1 an, 2 ans de rodage pour s'y mettre, mais ils sont toujours dans le challenge, en fait. Il y a évidemment une sorte de respect, plutôt on va dire une courtoisie entre eux,
qui fait qu'ils ne se mettent pas sur la gueule, mais s'ils n'avaient pas été aussi bien éduqués, je crois qu'ils auraient fini par se mettre sur la gueule, puisque sur plus de 20 ans, ils ont des échanges parfois qui sont absolument incroyables et des punchlines de l'enfer absolument magnifiques. Moi, je valide à 1000%. Voilà. Mais ce qui est génial, c'est que leur émission va prendre de l'ampleur. Ils vont devenir syndiqués, c'est-à-dire que la syndication, ils vont pouvoir être nationwide, ils vont être diffusés sur tout le pays. Et là, ça prend. Ça prend parce que finalement, Siskel et Ebert ont inventé un truc plus fort que simplement le discours au cinéma. C'est qu'ils créent le talk plein d'énergie, qui est maintenant fait foison à la télévision, quel que soit le domaine, notamment sportif. Hein. Mais eux, ils font ça 30 ans avant. Ils font ça 20 ans avant tout le monde, sans s'en rendre compte. Et c'est absolument génial. Et ça te remet dans cette époque bénie. Vous savez que moi, je fais tout pour y retourner sur ces années 80 et cette culture US 80. C'est absolument génial, puisque ils sont là chaque semaine, ils critiquent toutes les sorties de la semaine, et ce qui fait que, bien sûr, on a notre culture 80, mais se replonger, et de toute façon c'est disponible très facilement sur YouTube, se replonger dans Siskel et Ebert, tout simplement c'est se replonger dans toute la production hollywoodienne, et pas que, on verra ensemble, toute la production 80s, puisque ça permet des redécouvertes ou simplement des choses qui ont dû être de l'ordre, si vous êtes des fans comme moi des 80s, je sais que vous êtes, qui ont été de l'ordre de l'évocation très lointaine de films qui sont passés à côté, qui ont complètement disparu et qui vont réapparaître pour vous. C'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique. Voilà. Et donc c'est un retour dans l'époque, mais c'est un retour au plus près avec Gene Siskel et Robert Ebert. C'est un discours, c'est plutôt un retour au plus près de l'époque. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas dans la dévotion à l'époque comme moi, par exemple, je peux l'être. C'est-à-dire que je la chéris comme un objet que j'adore, que je mettrais presque dans un musée. Non, eux, ils sont au sein de l'époque et ils la challenge. Et ils y vont. Quand il faut être brutal, ils sont brutals. Quand il faut montrer beaucoup de support pour des artistes, ils le font. Ils challengent leur époque. Il n'y a pas une dévotion nostalgique du tout. Donc, c'est génial puisque Siskel et Ebert ont parfois tapé juste, mais aussi se sont trompés. Il y a des centaines et des centaines et des centaines d'émissions. Honnêtement, Siskel va disparaître plus tôt que Ebert, brutalement en 98 ou 99. Mais Roger Ebert a au moins à son actif, au moins 1000 émissions à son actif. Sans déconner, quoi, tu vois. On tourne, donc c'est immense. C'est immense ce qu'on a sur lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont visé très très juste parfois, et qui parfois ils sont tapés à côté, ou ils n'ont pas compris, comment dire, ou les avancées, ou les intentions. Je pense que, par exemple, Retour vers le futur 2 est symptomatique. Je crois que c'est Siskel qui met un thumbs up, parce qu'ils vont avoir un système de pouce levé, pouce descendu, qui va devenir leur référence. Ils vont même faire un trademark dessus. Et Ebert ne comprend pas le film. Tu vois, quand tu l'écoutes, qu'il n'a pas compris le film, qu'il n'a pas compris le film dans le film, et le film qu'il regarde ce qu'il a fait 4 ans auparavant. C'est assez impressionnant de voir ça. Mais c'est aussi intéressant puisqu'ils prennent Retour vers le futur comme un objet commercial du moment. The comparison of the two, the first film had a heart to it, and I don't think there's any reason why a screwball comedy couldn't take time out to have heart. In other words, I think this film would have helped a great deal if it had a little heart to it. I think it would have been true to the original picture. Instead, I found this to be very gadget-filled and really noisy in an unpleasant way, so that when I was watching it, I was seeing a lot of slapstick. Alors que nous, on prend ça comme un objet nostalgique qu'on a édifié et qu'on a mis plus haut que tout.
C'est extrêmement passionnant, franchement extrêmement passionnant. Ça permet aussi de voir tous les films qui se ressemblent énormément de l'époque. Moi, il y a 2 chefs-d'œuvre que j'adore, Planes, Trains et Automobiles de John Hughes et Midnight Run avec Robert De Niro et Charles Grodin, qui sont des films qui effectivement qui sont des films qui, en termes de scénario, en termes d'avancée, se ressemblent beaucoup. Et tu vois, tous ces films qui se ressemblent beaucoup de l'époque, tu vois lequel est le préféré. Alors qu'ils ont aimé les deux, finalement, tu vois qu'à l'époque, l'avantage va sur Midnight Run. Alors que je trouve qu'aujourd'hui, j'ai parlé de ces 2 films avec mes copains, vous pourrez retrouver les vidéos. Je trouve que maintenant, Airplanes et Automobiles, un ticket pour 2, titre à la con, est devenu le film culte, est devenu un film vraiment culte aujourd'hui. Midnight Run et n'a pas cette puissance culte aussi forte, il l'a à un moindre degré. C'est intéressant de voir les tangentes, où commencent les tangentes, tout simplement. C'est aussi extrêmement intéressant de voir que Siskel et Ebert, en fait, ratent souvent les prouesses technologiques de Robert Zemeckis, entre autres, mais ne ratent pas les performances d'acteurs. En fait, c'est des amoureux des grands acteurs et des grandes actrices. C'est des grands amoureux des acteurs. Ça permet de voir aussi les parcours d'acteurs qui sont maintenant déifiés. Siskel et Ebert peuvent à la fois les placer très haut et les remettre à leur place, ce qui n'est plus possible de faire maintenant. Un De Niro, par exemple, prend cher sur ce film que beaucoup ont oublié, que peut-être lui-même a oublié, ce film avec Jane Fonda, dont j'ai oublié le nom, mais je vous mettrai l'affiche, soyez-en sûrs, où il joue un analphabète. Le film est pas assez solide, voilà, ça se voit, et bon, les mecs lui tombent dessus, évidemment. Et il en va de même avec beaucoup d'acteurs et d'actrices. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est quels sont les quelques acteurs et actrices qui ont vraiment réussi à emporter Siskel et Ebert au stade où même eux ne voient plus aucune critique à faire. C'est-à-dire qu'ils ont été vraiment pertinents pour mettre le doigt pour vous dire, attendez, le talent d'une époque, le talent du moment, et donc d'une époque, c'est lui, c'est elle. Il faut aller regarder. Et il est vraiment intéressant, notamment quand on est francophone, de voir l'impact qu'a eu sur les critiques de cinéma une actrice comme Geneviève Bujold, actrice québécoise, actrice canadienne. The most overlooked actors in the movies today, and their names are Geneviève Bujold, francophone et anglophone, que nous, Français, on a aimé. Et on connaît notamment, grâce à son film avec Jean-Paul Belmondo, L'Incorrigible, voilà, où elle fait cette inspectrice cette inspectrice qui doit mener une étude sur l'incorrigible Bebel. Voilà, on la connaît beaucoup pour ça, mais c'est une carrière américaine. Et c'est un peu dommage parce que je trouve que Geneviève Bujold, il y a 10 ans de ça, ou un peu moins, elle fait encore un grand film canadien sur un vieux couple qui résiste pour pas qu'on prenne leur maison. C'est un très très bon film. Je vous le conseille, j'ai encore oublié le nom. C'est incroyable comment ils ont soutenu Geneviève Bujold. Et elle fait un film commun avec Michael Douglas en 83 ou 4 qui ne laisse pas indifférent, un gros soutien. Elle a une performance face à aussi dans un autre film, un film d'époque face à Richard Burton qui est impressionnante, où là Siskel et Ebert disent attention, c'est elle. But what impressed me was how ferocious Bujold's concentration was. In the middle of all those distractions, she gave that performance in that scene. She was very serious. Actrice de notre époque, c'est elle, qui a été impressionnante pour des mecs à qui il fallait faire beaucoup pour être impressionné.
Ça veut dire quelque chose. Et ça m'a permis, moi, de me replonger dans cette carrière, dans l'histoire de cette personne, dans l'histoire de cette actrice, dans son parcours, et d'être inspiré, et enfin, d'avoir beaucoup de respect pour cette dame, beaucoup de respect. Et ce respect et cet intérêt, eh ben, si je m'étais pas passionné pour Siskel et Ebert, je serais passé à côté de grandes performances, je dois le reconnaître. Et puis, ça, c'est en regardant Siskel et Ebert et en étant français, c'est magnifique de voir comment notre pays, alors je ne parle pas d'aujourd'hui, hein, on oublie aujourd'hui, enfin, maintenant dans cette vidéo, on oublie aujourd'hui. Et l'état de la France, de la culture, du talent français, oublie, hein, d'accord? Mais à certaines périodes, notre cinéma et nos talents artistiques, que ce soit Louis Malle qui fait un film qui va être le film de l'année 81 pour eux, si je ne me trompe, je vous dis tout de mémoire, hein. Et aussi des acteurs et des actrices et des films français qui en fait ont impacté les Américains. Alors, quel marché américain? Le marché américain des gens avec un certain bagage culturel, un certain bagage économique, voilà, donc on est proche des circuits d'arrêt et d'essai, ok. Hein, comment dire, ils ont pas fait, c'est pas des films qui ont fait fortune sur le territoire américain, mais des films qui ont fonctionné. Alors il y a des films qui ont vraiment fonctionné à mort, comme La Cage aux folles a fonctionné à fond aux États-Unis, mais ça sera un acteur et une actrice qui vont les impressionner pendant les années 80, mais très fortement les impressionner, et ils vont suivre le parcours, et il y aura des releases, c'est-à-dire des sorties américaines de Jean de Florette, de Manon Dessources, et Depardieu, et il y aura la sortie américaine de Cyrano de Bergerac. Voilà. Alors ce qui est très intéressant avec Cyrano de Bergerac, c'est que Cyrano de Bergerac est vu comme pour les Américains comme une réponse au film de Steve Martin, Roxane, qui reprend de façon plus légère le mythe de Cyrano de Bergerac. Je trouve que notre ami Steve fait un excellent travail. C'est un film qui est, encore aujourd'hui, c'est un film qui est extrêmement solide. Franchement, c'est un film extrêmement solide encore, pour ce qu'il est, évidemment. Et Cyrano arrive, et là c'est le vrai Cyrano de Bergerac qui arrive, avec encore une performance de ouf de Gérard Depardieu, et qui est vu comme ça, ce que je vous disais dans une vidéo que j'avais fait avec Mathieu Blum, ce qui expliquera qu'il y a cette tentative de star en premier nom qui est tentée sur Green Card, Green Card sera défendu fortement par Richard Ebert, puisque Richard Ebert est plutôt team Depardieu. Isabelle Adjani aussi, et Camille Claudel, et donc encore Gérard Depardieu. N'oubliez pas ce film, l'impact de ce film déjà en France, mais qui a été un impact aussi pour tout le milieu culturel américain, représenté par ces deux critiques. Oui, Isabelle Adjani impressionne, tout autant encore que Depardieu, mais ça ils sont plutôt fans. Who is more romantic as a hero than Cyrano, and who is better to play him at this time and place, I think, than Depardieu. It's a really romantic and fun movie. It certainly is. C'est vraiment magnifique de voir nos belles pépites de l'époque. On a vraiment des super pépites qui sont vues à leur juste valeur, par ces critiques-là, et qui en parlent au même titre qu'ils parleraient d'un très très bon film américain. Donc, finalement des critiques, mais qui sont des amoureux d'acteurs et d'actrices. Moonstruck, avec Cher et avec Nicolas Cage, film magnifique, et bien sûr, qui est un film, moi je trouve, qui leur ressemble bien. Moonstruck, c'est vraiment le film qui ne pouvait que fonctionner pour Siskel et Ebert, qui ne pouvait que fonctionner, vraiment. Film d'acteur, film qui crée un décalage, film qui a du cœur,
qui a une âme, ça peut que matcher avec ces deux mecs. Vraiment. Et donc, ils ont vraiment soutenu ce film à mort. Ils l'ont tellement soutenu à mort que tu te dis que quand les acteurs, notamment Cher, fait la campagne, c'est une sorte de campagne politique pour les Oscars, bah, elle est bien aidée. Parce qu'elle a une propulsion par rapport à la concurrence de cette année-là, grâce à Siskel et Ebert qui est énorme. Qui est énorme. Donc, ce qui est très, très intéressant aussi, qui fait un peu, là, qui est un petit peu plus, qui vient gratter, c'est quand ces deux personnages qui sont des personnages absolument truculents et qui sont des stars. Vraiment, je me permets de vous redire que ils vont être des phénomènes culturels. Ils seront invités dans les talk shows tout le temps, notamment chez, alors moi je n'aime pas Lederman, mais ils allaient toujours chez Lederman. Moi je me suis tapé toutes les interventions de Siskel et Ebert dans les talk shows. Ils sont chez Johnny Carson, souvent, notamment il y a un passage célèbre parce qu'il y a Chevy Chase qui est là, et avec Chevy, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ils font le Saturday Night Live où ils font un sketch avec Chevy Chase aussi. On l'oublie trop souvent parce qu'on dit souvent que Chevy Chase était ignoble avec eux. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Beaucoup plus compliqué que ça. Regardez ce passage, c'est poilant. C'est assez poilant. Mais c'était des stars. C'était des personnages médiatiques et aux États-Unis, la télé était si importante que les grands reporters, les grands intervieweurs ou les grands critiques de cinéma devenaient des stars. Voilà, je crois qu'ils ont 15 passages chez Lederman. 15 easy. Et aussi des références dans tous les TV shows, et notamment un TV show qui ressemblait aux Simpsons. Je crois que l'un des créateurs des Simpsons avait commencé ce show, qui s'appelait The Critic, qui était en fait un personnage, un critique de cinéma, et tu voyais les turpitudes d'un jeune critique de cinéma, avec un épisode spécial sur Siskel et Ebert qui apparaissent en personnages animés, qui apparaissent, et là c'est presque le top, parce que c'est, comment dire, là les deux passent à un niveau pop culturel. L'épisode est pas mal d'ailleurs. Et l'épisode est tellement génial parce qu'il les a bien compris, parce qu'en fait c'est Siskel et Ebert qui se sont tellement pris la tête qu'ils se séparent, qui ne font plus d'émissions ensemble. Et donc le personnage principal, le jeune critique, va tout faire pour les rabibocher. Et c'était tellement ça en fait. C'est tellement ça parce que ce qu'il faut retenir de Siskel et Ebert, enfin ce qui est facile, ce qui est le plus spectaculaire, on va dire, c'est leur bagarre. Et c'est pour ça que j'ai intitulé le grand combat des critiques de cinéma. Le plus grand des combats, c'est leur bagarre sur le ring, ou plutôt sur le alley, comme ils disent, l'allée, la seconde allée des anciens cinémas, où en fait ils intervenaient. Et ils pouvaient se prendre la tête. Et ce qui est incroyable, ils étaient tellement emportés par leur émotion, qu'ils se prenaient la tête. Mais franchement, c'est du clash de grande envergure. Il y a des moments de clash de très très grande envergure. Franchement, je vais vous mettre certaines de leurs meilleures punchlines, mais c'est absolument impressionnant. Mais ils se prenaient la tête, la plupart du temps, sur des films comme ça. Sur Home Alone 2 par exemple, et Home Alone 3, qui a une sortie ciné aux États-Unis. Ils se prennent la tête là-dessus, tu vois. Ils ne se comprennent pas. Alors que ils sont beaucoup plus souvent, les grands films, ils arrivent à les sentir et ils sont plutôt d'accord, tu vois. Et les mauvais films sont souvent d'accord. Et quand, pas un mauvais film, mais quand les films moindres ou qui cassent pas trois pattes à un canard, des films très très commerciaux, ils étaient capables de s'embrouiller grave. Et je pense que la plus grande punchline est sortie par Siskel. Moi, je suis plus Team Ebert. Je suis plus Roger Ebert dans son analyse, dans la façon de voir les choses, même si
souvent, Roger Ebert m'a déçu parce que il y a quelques films de Chevy qu'il ne comprend pas à mes yeux. Il y a quelques films de Steve Martin, notamment The Lonely Guy, qui est pour moi une dinguerie. Pour lui, c'est pas suffisant, tu vois. After having seen all of Steve Martin's movies, I eventually gotten to the point where I've got to admit something that I don't feel about any other actor, and I've got to be honest with you, I don't like him. Peu importe, mais je suis quand même plus Ebert que Siskel, mais Siskel a souvent les meilleurs punchlines, mais les meilleurs punchlines. Ebert s'énerve, il y a une fameuse tirade sur un film qui est tellement nul, où il accumule les adjectifs négatifs, et Siskel, lui, de son côté, a le sens de la punchline. Et alors la plus grosse punchline concerne un film, et là tu vas encore rire, tu te dis putain, se prendre la tête là-dessus, sur A Cop and a Half avec Burt Reynolds et un petit garçon. Voilà, c'était à l'époque, il y avait beaucoup de films comme ça, hein, tu sais, comme le film avec Tom Hanks et le chien là, Thunder et Touch, un truc comme ça, tu vois. Il y avait beaucoup de films comme ça, et Burt Reynolds avait essayé de se relancer avec ce film-là. Il y en avait un qui avait détesté Siskel, et un qui avait apprécié Ebert, qui avait gentiment apprécié. This movie has the kind of chemistry between the grown-up world and a smart kid that I look for and missed in Home Alone 2. Et là, il y a la punchline, la punchline énorme, quoi. Wow, where's your big red suit and beard, Santa? You just gave them a gift. Ah non, mais tu leur fais un trop beau cadeau avec ta critique. C'est très marrant. Moi, je vous conseille vraiment leur prise de bec, parce que c'est quelque chose de très punchy. Pourquoi? Do me one favor. Yeah. Look in the camera and say, I was wrong about Cop and a Half. It wasn't a very good movie. Burt Reynolds. No, I won't do that. What? Parce qu'en fait, c'était vraiment des pros. Ils sont devenus très vite des pros des médias. Et c'est pour ça qu'ils étaient autant invités. C'est que ils se sont pris la tête, mais à la différence peut-être de notre côté latin, nous, tu vois, où quand on se prend la tête, il n'y a plus de limite. Enfin, il n'y a plus de limite. Ça peut durer des heures. Eux, il y avait je pense qu'ils avaient, je sais pas, ils avaient quelques minutes pour parler d'un film, et ils en restaient là. Ils ne dépassaient jamais le minutage accordé pour un film. Donc ce qui faisait que ça se prenait très vite fort la tête, mais qu'ils savaient s'arrêter pour essayer de passer à autre chose. Alors que nous, on se serait jamais arrêté. Nous, on aurait continué. C'est pas le cas pour eux. Il y a quand même j'appelle ça des bagarres, mais il y a quand même des disputes qui sont assez impressionnantes. C'est génial, et c'est absolument génial, vraiment. Donc je vous le conseille, voilà. Et puis pour finir, en fait, pour nous Français qui n'avons pas eu cette culture ou qui sont passés vraiment à côté, mais ça c'est le bon côté de YouTube, hein, parce que vraiment là leurs émissions sont rattrapables sur YouTube, et je te dis, c'est passionnant. Je n'ai pas regardé un film j'ai regardé quelques films que j'aime bien, tu sais, bien sûr, j'ai regardé des films, bien sûr, je me suis fait Bob, que Siskel aime, et je crois qu'Ebert n'aime pas, je sais plus. The best news about the movie, I think, is that it shows Bill Murray fully back in comic form. This is his best work since Ghostbusters. Voilà, qu'est-ce que je me suis retapé cet été? Inner Space, bien sûr. Et grâce à eux, je me suis rappelé d'un film que j'avais totalement oublié, et d'un bon film, même si j'ai beaucoup de mal avec Matthew Broderick, c'est The Frenchman. Regarde, tu vois, en plus je l'ai acheté, tu vois. The Frenchman. Alors bon, c'est certainement à l'envers pour toi, avec Marlon Brando qui fait une sorte qui parodie son personnage du parrain, mais avec beaucoup de douceur, qui le parodie, attention, avec subtilité. C'est pas bourrin du tout, avec une belle subtilité. Belle prestation, une des dernières belles prestations de Brando. Donc tu vois, écoutez Siskel et Ebert, et ça va vous allez faire des achats, vous allez faire des redécouvertes, comme moi je l'ai fait sur The Frenchman, évidemment. The Freshman. Et voilà, alors nous on les connaît plus simplement pour ce qui s'est passé vis-à-vis de Godzilla. Parce que dans Godzilla, Emmerich, ce tocard d'Emmerich, qui pour moi est nul dans le sens où c'est quelqu'un qui manque de goût, qui manque de finesse, veut se faire Siskel et Ebert et créer des personnages qui sont des copier-coller de deux. Il y a
le maire notamment. Voilà. Et finalement, quand tu veux attaquer dans ton film, que ton film est une part de, non pas de satire, mais une part euh, de franche attaque, ce qui dans le monde de l'art est acceptable, hein. Mais il faut que ça soit au niveau, il faut que ça soit grand, il faut que ça soit de qualité. C'est médiocre, c'est absolument médiocre dans Godzilla, et donc ben, ils se défaussent pas, les deux, ils répliquent à ça, et simplement c'est eux qui ont le dernier mot. C'est juste pas drôle. Si au moins c'était drôle, mec, mais t'es juste pas drôle. What did you think about Mayor Ebert and his sidekick Gene? I thought that seemed petty. Yeah, I did too. Voilà, et tout est dit. Alors qu'en plus à ce moment-là, Siskel est très malade. Siskel est très très malade, et il apparaît même plus à l'écran, et il décédera quelques temps plus tard. Donc c'est vraiment une histoire de la TV américaine concernant le cinéma qu'on aime, qui est absolument génial. Replongez-vous dans ces émissions-là, puisque, et moi c'est une grosse satisfaction, parce qu'en fait ça me permet de refaire des listes de visionnage. Moi, c'est bon, moi j'en ai fini avec le cinéma. Aujourd'hui j'en ai fini. Tu vois, ce qui m'a déclenché cette envie, cette recherche active, boulimique sur Siskel et Ebert, c'est que je regardais avec ma fille sur Prime, hein, tu vois, je leur fais de la pub, il y a le nouveau Spider-Man là où ils sont tous réunis, qui est arrivé. C'était tellement nul, c'était tellement chiant, que j'ai arrêté le film avant même que la réunion soit faite. Et je m'en fous carrément, je m'en tape. Et je le regarderai jamais, ce film. Je le continuerai jamais. Tu vois, j'ai pas de temps à perdre. Voilà. Donc, moi, il est clair que le cinéma que j'aime, je le connais. C'est plus celui d'aujourd'hui. Bon, bah voilà. En tout cas, avec Siskel et Ebert, on a une mine d'or de recherche, de découverte, de retrouvailles avec plein de films qui sont absolument magnifiques. Et puis, c'est une histoire humaine finalement assez incroyable, parce que la courtoisie en eux a fait que ils sont devenus des stars ensemble, hein, parce que c'est devenu un duo inséparable, alors que ils ont toujours, en fait on comprend, et surtout à la mort de Siskel, on comprend qu'il y a toujours une distance entre eux. Yeah. Did you know before Saturday that he was in dire trouble? I knew that he was in pain in recent weeks, but he never complained. He was moving slowly, and you could see that he was in pain, but he didn't complain and he didn't talk about it. And even on our last show, which we did just 3 weeks ago, he came to play. He came to be a film critic. Et qu'il y a toujours une distance, et que Ebert a été mis de côté, pas vis-à-vis par exemple de la maladie de Siskel, et que comment dire, il savait pas quoi faire, et d'ailleurs, il l'avoue dans l'émission Hommage qu'ils vont faire justement, où il sera seul. C'est assez intéressant de voir la dynamique. Je crois qu'un bon écrivain pourrait écrire sur cette dynamique humaine entre deux hommes qui ont été des gros rivaux professionnels, et qui s'en cachaient pas, hein, et qui parfois on flirtait avec la limite des conventions, hein. And we'll also take a look at a new film about a friendship between a boy and a whale. Sort of reminds me of our relationship. Siskel au début là, au tout début des années 80, waouh. That's this week on Siskel and Ebert and the movie and the asshole. And that's Roger. Ebert était quand même cool, le mec. Mais il y a une courtoisie qui restait entre eux. Ils ont eu le succès ensemble, en fait. Un succès qui a fait qu'ils ne pouvaient plus se séparer. Et ils ont beaucoup débattu. Ils ont quand même aussi bien déconné ensemble, parce qu'il y a des moments de franche rigolade aussi. C'est une histoire d'amitié peut-être presque contrariée, que la télé US nous a offert pendant 25 ans. Un peu moins de 25 ans.
et qui est absolument passionnant et qui permet de vous replonger dans le cinéma qu'on aime. Voilà. Siskel et Ebert, c'est le plus gros et le plus grand combat de l'histoire des critiques de cinéma. À tout jamais. C'est clair, c'est net, c'est précis. Si vous aimez ce cinéma-là, replongez-vous dans YouTube, c'est tellement facile de retrouver leur show. C'est passionnant. Voilà. Le plus grand combat des critiques de cinéma, c'était Siskel versus Ebert. Je suis Team Ebert. Alors, portez-vous bien, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça va vous passionner, j'espère que vous allez retrouver pas mal de choses, et puis j'espère aussi que ça vous donnera envie peut-être faire des vidéos, réactions et d'analyse de films que Siskel et Ebert vous referont découvrir. Portez-vous bien, j'ai kiffé, j'espère que vous aussi. Passez une excellente semaine, regardez des bons films, allez, on va se refaire celui-là, ciao.